Le 22 août 1985, le couple Mary-Beth et Joe Tyning donne naissance à leur 8e et dernier enfant. Il s'agit d'une fille qui s'appelle Tammy Lynn. Le 19 décembre de la même année, la petite fille meurt d'étouffement. Vous voulez connaître la raison? Sa mère, Tyning, était tranquillement en train de lire lorsque, vers minuit, la petite fille se met à pleurer. Ce qui l'énerve au plus haut point, mais comme toutes les mères, elle se rend dans la chambre de son enfant, elle essaye tant bien que mal de la consoler, ce qui ne marche pas. Elle se dit donc, et si je prenais un oreiller, que je le plaçais sur sa bouche, peut-être qu'elle arrêterait de pleurer. Bien vu Sherlock, en effet ta fille va non seulement arrêter de pleurer, mais va aussi arrêter de respirer, donc tu vas la tuer. C'est chose faite, elle n'a pas relâché la pression de l'oreiller et sa petite fille arrête de pleurer, elle est morte. Tyning qui panique appelle Cynthia Walters, c'est l'une de ses voisines qui est aussi aide-soignante et elle vient chez eux. Lorsqu'elle arrive dans la chambre, elle trouve Tammy Lynn inconsciente sur la table allongée, la petite fille ne respire plus, ne bouge plus et lorsqu'elle recherche son pouls, elle ne le sent pas. Lorsqu'elle arrive à l'hôpital vers 1 h du matin, Tammy Lynn est déclarée morte. Le médecin qui fait l'autopsie dit que la cause de la mort est l'étouffement et il trouve ça fortement suspect. Forcément, la mère est suspectée, d'autant plus que ce n'est pas la première fois qu'elle perd un enfant, elle en a perdu 8 autres en 14 ans. Ah, c'était une bonne intro ça! Hello mes enfers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle de Mary-Beth Tyning, une mère qui a tué ses 9 enfants. Mary-Beth Rowe naît le 11 septembre 1942 à Johannesburg dans l'état de New York aux États-Unis. C'est la fille aînée d'Alton Levis et de Ruth Rowe. Elle a en effet un autre petit frère, mais j'ai pas l'impression qu'elle s'entende très bien avec lui puisqu'elle a passé la majeure partie de son enfance seule. Elle a peut-être un petit peu de haine envers son petit frère puisqu'il était l'enfant désiré alors qu'elle ne l'était pas. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ses parents ne sont pas très aimants, sa mère est assez effacée, son père lui est militaire et donc comme c'est la Seconde Guerre mondiale, il est déployé à l'étranger. Cependant, lorsqu'il est présent, il frappe sa fille avec une tapette à mouche, ça lui arrive aussi de l'enfermer pendant toute une journée dans sa chambre ou dans un placard en la privant de repas. Est-ce que c'est parce que Tyning lui désobéissait ou c'est tout simplement puisqu'il ne la supportait pas ? Je n'ai pas pu trouver la raison, mais en tout cas, ça reste quand même hyper méchant. C'est une de ses tantes qui lui a dit plus tard qu'en effet, Tyning n'était pas l'enfant désiré, que son petit frère l'était, et ça plus tard, elle l'a avoué à son frère lorsque ce dernier était adolescent. Lorsque son père retourne dans le civil, il travaille comme opérateur de presse dans une usine qui est située non loin de General Electric. À l'école secondaire, bien que Tyning soit une élève moyenne, elle finit tout de même par obtenir son diplôme en 1961. Après ça, elle enchaîne les petits boulots mal payés qui ne nécessitent pas de qualification avant de devenir assistante infirmière à l'hôpital Ellis de Schenectady. En 1963, lorsqu'elle a 21 ans, elle rencontre Joe Tyning, c'est un ouvrier qui travaille à General Electric et 2 ans plus tard, en 1965, ils se marient. Elle quitte tout pour le suivre, il s'installe à Schenectady, donc dans l'état de New York. Joe, c'est un homme calme et très positif, donc on se dit que tout va bien se passer dans le couple, mais non, ça ne se passe pas aussi bien que ça, puisque Tyning, qui a tout quitté pour lui, commence de plus en plus à le regretter. En effet, elle rêvait d'aller à l'université pour poursuivre ses études, et donc petit à petit, la frustration commence à grandir en elle. Tout ça, ce n'est jamais bon. Leur premier enfant est une fille, Barbara, née en 1967 et 3 ans après, ils accueillent leur premier fils, Joseph. En janvier 1971, le père de Tyning, qui avait 54 ans, décède d'une crise cardiaque. Chez les tueurs en série, il y a toujours un élément déclencheur du premier crime. Pour Tyning, il y a vraiment 2 possibilités. Soit la mort de son père. En effet, son père l'a toujours maltraité et donc le fait qu'il décède, elle s'est dit « il faut que je me libère et que je me venge de quelque chose ». Elle a fait ça sur ses enfants. Soit la deuxième raison, on va la voir dans quelques instants. La même année, donc en 1971, le lendemain de Noël, le 3e enfant du couple naît. Il s'agit de Jennifer, c'est donc leur 2e fille. La petite fille meurt 8 jours plus tard d'une méningite. Cette mort, qui est de cause naturelle, attire l'attention des gens sur Tyning. En effet, ce qui vient de se passer est tragique. Le couple a accueilli une petite fille et 8 jours plus tard, celle-ci décède. Les gens la plaignent et la soutiennent et grâce à ça, Tyning se sent enfin exister.
Elle n'est plus la femme effacée qu'elle était, puisque les gens lui portent de l'attention. À chacune des morts de ses enfants, elle va retrouver cette attention de la part des gens. Et c'est assez malsain, mais elle va vouloir provoquer ça. Il s'agit donc du potentiel deuxième élément qui aurait pu déclencher le premier meurtre de Twining. 2 semaines seulement après la mort de Jennifer, en janvier 1972, Twining se rend aux urgences avec Joseph car ce dernier ne respire plus. Les médecins ne peuvent rien faire pour lui, il est déjà mort. Et 6 semaines plus tard, c'est au tour de Barbara, la première fille, le premier enfant. Elle l'emmène à l'hôpital car cette dernière non plus ne respire plus et après avoir été dans un état comateux pendant 7 heures, la petite fille décède. Les médecins n'arrivent pas trop à statuer sur la cause de sa mort. Ça pourrait être une maladie génétique rare dont j'ignore le nom ou alors le syndrome de la mort subite du nourrisson. En effet, ce syndrome était très courant à cette époque et chaque année, c'était des milliers de nouveau-nés qui étaient touchés par cette mort. C'est aussi la raison pour laquelle les médecins ne se sont pas posé plus de questions, d'autant plus que le couple avait perdu 3 enfants en 3 mois. Donc vous imaginez bien que s'ils commencent à leur poser des questions et à les suspecter, ça va certainement beaucoup plus les énerver qu'autre chose, étant donné qu'ils sont en période de deuil. Enfin, du moins, ils sont censés être en période de deuil. Et Joey est beaucoup plus en période de deuil que Mary-Beth, on le verra après. Durant l'été 1972, Twining travaille comme serveuse au Flavorland. Elle n'a plus d'enfants à s'occuper, donc elle commence un peu à s'ennuyer et elle se dit « Tiens, et si je devenais parent d'accueil ?» Elle appelle donc le département des services sociaux et cela fonctionne puisque le couple accueille un petit garçon qui s'appelle Robert. Il l'accueille jusqu'à janvier 1973. Puis, ils accueillent une autre petite fille du nom de Linda, cependant elle ne restera que quelques semaines puisque Twining est de nouveau enceinte. Leur 4e enfant, un garçon du nom de Timothy, naît le 21 novembre 1973. Mais 3 semaines après sa naissance, il est emmené aux urgences car le petit garçon ne respire plus et avant même que l'ambulance arrive aux urgences, il décède. Twining explique aux médecins qu'elle l'a trouvé sans vie dans son berceau et encore une fois, les médecins attribuent sa mort au syndrome de mort subite du nourrisson. 4 enfants, 4 décès, des médecins qui attribuent encore ça au syndrome de mort subite du nourrisson sans se poser plus de questions. Bon. Et le pire, c'est que le lendemain de la mort de son 4e enfant, Twining organise un petit salon de thé avec ses amis, comme si de rien n'était. Et elle le fera après chaque décès de ses enfants. Alors, est-ce que c'est pour oublier la mort de son fils ou pas? Personnellement, je ne pense pas. Je pense juste qu'elle s'en moque. Et donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que son mari, lui, avait certainement un deuil beaucoup plus important que sa femme, qui, elle, organise des salons de thé après chaque décès de son enfant. Twining se place quand même en position de victime et dans son cas, on peut parler du syndrome de Munchausen. Je sais pas si je le dis bien. C'est tout simplement une pathologie psychologique qui est caractérisée par un besoin de simuler une maladie ou un traumatisme dans le but d'attirer l'attention ou la compassion. C'est tout à fait elle car on a l'impression qu'elle existe qu'à travers le drame provoqué par la mort de ses enfants. D'autant plus qu'en dehors de ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Twining était une femme effacée tout comme sa mère. Donc quand il n'y avait pas ce drame autour de la mort de ses enfants, elle était quasiment inexistante, limite transparente. En 1974, leur couple ne va pas trop bien. En effet, ils se disputent très souvent et la cause principale, c'est l'argent. Twining essaie même de tuer son mari en l'empoisonnant avec une dose létale de phénobarbital dans son jus de raisin. Pour vous la faire courte, le phénobarbital est utilisé pour traiter les épilepsies partielles ou générales. Donc autant vous dire qu'en quantité excessive, il entraîne la mort. Cependant, sa tentative échoue. Elle avoue aussi à son mari qu'elle a volé de l'argent à sa belle-sœur, Carol. À ce moment-là, son mari veut porter plainte et pour éviter qu'il porte plainte, elle accepte de voir un psychiatre. Il a enfin compris qu'il y avait peut-être un truc qui clochait chez elle. Mais bon, lors de son admission en hôpital psychiatrique, elle s'échappe. La même année, Twining porte plainte pour cambriolage, sauf que les policiers se rendent sur place et il n'y a rien qui prouve qu'en effet, elle a été cambriolée. Donc ils se disent qu'elle a peut-être menti pour justement créer l'attention autour d'elle. De nouveau enceinte, Twining en parle à une de ses collègues et elle va même plus loin. Elle dit à ses collègues de ne rien dire puisque Dieu lui a demandé de tuer cet enfant. Nathan naît le 30 mars 1975 and guess what? 5 mois plus tard, il décède. Bon, il aura au moins vécu un petit peu plus que le précédent et encore une fois, sa mort est attribuée au syndrome de mort subite du nourrisson. En 1978, le couple adopte Michael et donne aussi naissance à leur 6e enfant,
le 29 octobre 1978, Marie-Frances naît. Il faut quand même préciser que les services sociaux ont été un peu négligents concernant l'adoption de Michael. Enfin, je sais pas, ils se rendent compte que les 5 enfants que le couple avait, donc leurs propres enfants, sont tous décédés et ils acceptent de les laisser adopter de nouveau. Alors, est-ce qu'ils ont pitié pour eux? Ils se disent que c'est une tragédie dans la famille, etc. et donc ils acceptent qu'ils adoptent quelqu'un ou pas? Mais je sais pas, je trouve ça quand même dingue qu'ils puissent adopter un autre enfant alors que les 5 autres sont morts. Et même si c'est de la pitié, il faudrait peut-être faire une enquête avant quand même. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais moi, personnellement, ça me choque. Début 1979, sa fille Marie-Frances est amenée inconsciente aux urgences. Cette fois-ci, les infirmiers lui font un massage cardiaque et réussissent à la sauver. Seulement voilà, la petite fille a des dommages irréversibles au niveau du cerveau et 10 heures plus tard, elle décède, comme ses autres frères et sœurs. Le 19 octobre 1979, le 7e enfant du couple, Jonathan, naît et 4 mois plus tard, il décède. Comme pour sa sœur avant, il est amené à l'hôpital, il est sauvé. Cependant, le 24 mars, il décède tout de même. En 1981, le couple Twining n'a plus d'enfants. En effet, les 7 enfants qu'ils avaient sont tous décédés. Il ne leur reste plus que leur 8e enfant, leur fils adoptif, Michael. Elle s'en prend donc à lui. Et cette fois-ci, elle ne va pas aux urgences. Mais elle attend que le pédiatre ouvre le lendemain matin pour l'amener chez le pédiatre. Ça veut dire qu'elle a préféré attendre des heures pour l'emmener chez le pédiatre plutôt que de l'emmener aux urgences. Ce qui prouve qu'au fond d'elle, elle savait très bien qu'en l'emmenant aux urgences, elle allait être démasquée. En effet, Michael n'est pas son propre fils, il a été adopté. Donc la théorie de la maladie génétique rare ne peut pas fonctionner. Ça fonctionnait sur les 7 autres, mais sur celui-ci, ça ne peut pas fonctionner. En plus de ça, Michael n'est pas un nourrisson, c'est un enfant, donc le syndrome de mort subite du nourrisson ne peut pas s'appliquer dans son cas. Ce qui prouve que si elle l'amène aux urgences, les médecins qui vont l'examiner vont trouver ça très étrange, puisque les pistes qu'ils avaient considérées comme étant logiques pour la mort des 7 autres enfants ne pourront pas être appliquées sur celui-ci. Il faudra tout de même attendre la mort de Tammy Lynn pour que les médecins se posent de plus en plus de questions et que les policiers enquêtent. Ce qui nous ramène au début de l'histoire lorsque Tammy Lynn est décédée en 1982 après que sa mère l'ait étouffée. Plusieurs personnes se rendent dans la maison du couple afin de les interroger, mais aussi de comprendre ce qui s'est réellement passé. Betsy Mannix des services sociaux et Bob Imfeld, un policier, se rendent dans la maison du couple le jour du décès de Tammy Lynn, et le lendemain, c'est le révérend Roger Daly qui vient les voir et qui propose même à Twining de l'emmener aux funérailles. Peut-être qu'il espérait décrocher quelques aveux de sa part. 5 jours plus tard, Betsy Mannix revient chez le couple, je le rappelle, c'est la personne des services sociaux, et si elle revient, c'est tout simplement puisqu'elle ne sent pas Twining, elle a un doute sur cette mère. Le 2 janvier 1986, la police scientifique et le bureau des investigations criminelles sont appelés pour enquêter sur la mort de Tammy Lynn. Le couple est emmené au poste pour être interrogé mais de manière séparée et très vite, Maribeth Twining avoue le meurtre de Tammy Lynn. Mais ce n'est pas tout, elle avoue aussi les meurtres de Timothy et Nathan en disant « Je les ai étouffés car je ne suis pas une bonne mère ». Le docteur Michael Baden confirme son aveu. C'est un médecin légiste en chef et aussi membre de l'unité médico-légale de la police d'État. Et lorsqu'il a fait l'autopsie des 2 enfants, il a conclu qu'il s'agissait en effet d'un étouffement. La mort des autres enfants est automatiquement déclarée suspecte et le 4 février 1986, Maribeth Twining est arrêtée et est envoyée en prison. Cependant, elle ne veut pas rester derrière les barreaux, donc le 15 mars 1986, elle paye 100 000 $ de caution afin de pouvoir être libérée jusqu'au commencement de son procès. Comment elle a trouvé l'argent? Aucune idée. Son procès débute le 22 juin 1987. Après 6 semaines de procès, le 16 juillet 1987, Twining est condamnée de meurtre au second degré. On parle seulement du meurtre de Tammy Lynn. En effet, après avoir confessé les meurtres de Timothy et Nathan, elle s'est retirée, elle a seulement avoué celui de Tammy Lynn et faute de preuves, elle n'a pas pu être inculpée pour les autres meurtres. Apparemment, Twining aurait même avoué le meurtre de Tammy Lynn à son mari Joe. Twining est même acquittée par le jury composé de 7 personnes pour avoir délibérément causé la mort de son enfant.
Par contre, elle est reconnue coupable de meurtre par indifférence à la dignité humaine. Je ne sais pas si cette information est très importante ou non. Le jury de cette personne était composé de 5 femmes et 2 hommes. C'est ce jury-là qui l'a acquittée. 5 femmes qui sont potentiellement des mères ou des futures mères ont décidé de l'acquitter. Elle a quand même été condamnée pour meurtre, mais elle a quand même été acquittée pour avoir délibérément causé la mort de ses enfants. Alors que c'est ce qu'elle a fait en fait. Lors de son verdict, Tanning se cache les yeux et sanglote. C'est d'ailleurs le seul moment du procès où elle montre une quelconque émotion. Sinon, pendant tout le procès, elle a eu le regard très dur et froid. Ne croyez pas qu'elle pleure pour la mort de ses enfants. Non, elle pleure tout simplement puisqu'elle va être envoyée en prison et donc elle réalise ce qui est en train de se passer. Elle écope de 20 années de prison. Pour info, c'est 5 ans de moins que la peine maximale et elle est enfermée dans la prison de Bedford Hills. C'est une prison pour femmes. Son mari va la voir 3 fois par semaine et il a même dit « Je pense qu'elle est innocente ». Pendant mes recherches, je me suis posé la question de comment son mari n'a pas pu se douter de ce qu'elle avait fait. Quand on voit ce qu'il dit quand il va la voir en prison alors que on sait qu'elle est coupable d'au moins un meurtre, je comprends mieux qu'il n'ait rien vu. C'est bien souvent le cas d'ailleurs, les conjoints-conjointes des tueurs et tueuses en série, en général, ils ne se rendent compte de rien, ou alors ils sont complices. Le 29 décembre 1988, son avocat fait appel et le motif est le suivant. Selon lui, les preuves ne sont pas suffisantes et en plus de ça, les aveux qu'elle a faits ont été faits sous la pression policière. Et donc ce n'était pas quelque chose qu'elle voulait faire et qu'elle a fait d'elle-même. La Cour suprême de New York rejette l'appel, bien évidemment. En 2004, lors de la réunion de la Commission des libérations conditionnelles, Tanning a déclaré « Je dois être honnête et la seule chose que je peux vous dire, c'est que je sais que ma fille est morte. Je n'ai aucun souvenir et je ne peux pas croire que je lui ai fait de mal. Je ne peux pas en dire plus. » En 2007, la justice déclare que ses remords sont trop superficiels, donc son appel est de nouveau rejeté. Elle essuiera aussi un nouveau refus de libération en 2009. En 2011, elle est également soutenue par des gens avec qui elle travaillait en prison, qui diront que c'est la personne la plus affectueuse, la plus généreuse et la plus attentionnée qu'elle ait jamais rencontrée. Cela ne change rien et la Cour suprême rejette de nouveau son appel. Vous vous en doutez, elle a continué de faire appel en 2013, en 2015, en 2017 et plus récemment en 2018, les appels ont tous été rejetés. Elle purge toujours sa peine et elle a 80 ans. Voilà, c'est la fin de cette terrible histoire de cette mère qui a tué ses 9 enfants. J'ai déjà fait des vidéos sur des mères, des parents, de la famille ou même des nourrices qui ont tué les enfants. Je vous les mettrai en petit i et en description. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment c'est possible de tuer des enfants et encore plus de tuer ses propres enfants. Je veux dire, dans ce cas-là, si tu ne supportes pas les enfants, arrête de tomber enceinte. Prends la pilule, fais quelque chose, mais ne fais pas des enfants pour ensuite les tuer. Personnellement, ça me révolte. Évidemment, toutes les histoires que je traite sur cette chaîne sont révoltantes, mais quand on touche à des enfants et encore plus à ses propres enfants, ça me choque encore plus et je n'arrive encore moins à comprendre les choses. Pour moi, c'est complètement inhumain de faire ça. C'était mon avis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, même si je crois savoir ce que vous en pensez de ce genre de personne qui tue ses propres enfants. Dans tous les cas, je lis tous vos commentaires et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.